Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit cours de récap de tout ce qu'on a fait pendant l'année. Ça va être centré autour de deux problématiques qu'on va faire. Donc tout d'abord, on va revoir un peu tous les domaines qu'on a vus rapidement, savoir quelles sont les choses qui sont importantes à retenir, en particulier pour ceux qui voudront passer le test de présélection aux IFO. Donc revoir un peu quelles sont les notions qui sont importantes, quelles sont les formules qui sont bonnes à connaître. D'autre part, on va faire ensuite un peu plus des idées de méthodologie de comment est-ce qu'on aborde une épreuve, telle que celle du test de sélection des IFO, qui est une épreuve plutôt compliquée. Donc on fera d'abord des idées générales de comment est-ce qu'on l'aborde, qui peuvent d'ailleurs se généraliser à d'autres types d'épreuves que vous pourrez faire dans votre vie. Et ensuite, on fera une annale. Donc, c'était le document PDF qui a été envoyé sur le Discord, enfin, qui a été envoyé qui est mis sur le site de Physicité. Donc, ça pourrait être utile au moment où on l'a, que vous preniez le PDF pour pouvoir suivre en même temps. Et ça sera surtout traiter le QCM, qui est une épreuve assez spécifique au test de présélection. Ok. Et oui, aussi très important, là, comme l'idée ça va être de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait, de tout ce qui a été fait avec Physicité, n'hésitez pas à poser des questions pour s'il y a un point de détail que vous avez mal compris, qu'il faut qu'on réexplique. C'est pour ça qu'on fait cette séance principalement et de pouvoir le faire en live. Si vous avez d'autres questions qui arrivent après, n'hésitez pas à utiliser le Discord, mais c'est toujours pratique d'avoir quelqu'un en face qui présente. Très bien. Alors, on va commencer par la plus grosse partie de ce qui est fait dans les IFO et dans le test de présélection, c'est tout ce qui est mécanique. Alors la mécanique, on la sépare en plusieurs domaines. Tout d'abord, ce qui va être important, c'est tout ce qui est cinématique. Donc l'idée aussi, oui, j'ai pas présenté, c'est de faire un peu une mind map, donc relier un peu les différentes idées qu'il faut garder autour de ça et comment ça se relie. Donc déjà, la cinématique, ce qui est important, c'est que l'objectif, c'est d'écrire un mouvement dans un référentiel. Dans un référentiel. Donc les référentiels, généralement qu'on étudie, ça va être les référentiels galiléens, et vous en avez vu plusieurs fois pendant vos cours. Donc il y a typiquement le référentiel terrestre quand on étudie sur Terre. Il y a le référentiel géocentrique quand on étudie les satellites, ou le référentiel héliocentrique. L'objectif, donc, pour décrire le mouvement, c'est donc le mouvement en particulier, on le décrit par le point M qu'on étudie, M de T, par rapport à un centre O, et on le repère par R de T. Donc la position, elle est représentée par OM de T qui est égal à R de T. C'est souvent ça qui nous intéresse à la fin dans un problème. Cette position, quand on la dérive par rapport au temps, on obtient la vitesse qui est le vecteur dérivé par rapport au temps de la position. Et cette vitesse, on peut encore une fois la dériver par rapport au temps et on obtient l'accélération. L'accélération, elle est importante pour ce qu'on a après la cinématique et donc la dynamique, puisque c'est sur l'accélération qu'on a des informations avec le principe fondamental de la dynamique. Donc ça, c'est une première part de la cinématique, c'est qu'est-ce qu'on veut? On veut la position, et pour ça, on étudie la vitesse et l'accélération. Pour ça, on a besoin, généralement, on utilise un repère. Donc le repère, c'est les coordonnées qu'on utilise pour représenter le point R. Donc le plus courant, c'est le repère cartésien, où on a les données x, y, z, avec OX, YZ, qui est une base orthonormée. Mais on a
également le référentiel polaire. Le référentiel polaire, c'est en 2 dimensions. On a x, y, et on repère la position du point M par sa distance r et l'angle θ. Avec, on introduit à ce moment-là ER et Eθ, les vecteurs qui sont, donc ER qui est dans la même direction que OM, et Eθ qui est perpendiculaire. Et donc, on décrit M par R et θ. Et ensuite, avec ces coordonnées, on peut exprimer le vecteur vitesse et le vecteur accélération qui ont été traités dans quelques cours. Donc la formule n'est pas particulièrement à connaître pour le test, mais c'est quelque chose d'utile. Et aussi, alors ça c'est pas quelque chose dont on a tant parlé dans les cours, mais il y a quelque chose que vous avez peut-être vu en cours de lycée, c'est le repère de Freinet. Alors le repère de Freinet, c'est un peu une vision différente du polaire et cartésien. Dans le repère polaire et cartésien, ce qu'on étudie, c'est la position du point M par rapport à un centre O. Dans le repère de Freinet, l'idée c'est quand on a une trajectoire, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur la vitesse et l'accélération du point. Et donc pour ça, on introduit pour une position M le référentiel, le vecteur tangent et le vecteur normal à la trajectoire. Et dans cette base-là, on a que la vitesse, elle est selon le vecteur tangentiel, et l'accélération, elle a une composante selon le vecteur normal et une composante selon le vecteur tangentiel. Donc on a l'accélération qui est normale, qui est dans la direction de la courbure, avec R, le rayon de courbure de la trajectoire. Donc on a V carré sur R, avec V à chaque fois qui est bien la norme du vecteur vitesse. Et on a une accélération aussi selon le vecteur tangentiel, qui est donc donné par la variation de la vitesse, de la norme de la vitesse par rapport au temps. Donc ce repère de Freinet, d'ailleurs, on retrouve des choses assez similaires de ce qu'on a dans le repère polaire, dans le cas d'une trajectoire circulaire qui tourne autour d'un point. Donc ça, c'est différents repères qu'on peut rencontrer. Et en cinématique, ce qu'on introduit aussi souvent, enfin, ce qu'on étudie aussi souvent et qui est bon à connaître, c'est qu'il y a différents mouvements particuliers qui sont bons à connaître à peu près par cœur. C'est en particulier dans le cas d'une accélération constante. Donc ça, c'est typiquement la chute libre d'un objet. Et d'autre part, le mouvement circulaire uniforme. Le cas classique, c'est l'orbite d'une planète autour du Soleil ou d'un satellite autour de sa planète. Donc ça, c'est des cas particuliers qui sont bons de bien connaître parce que ça réapparaît dans pas mal de situations. Donc ça, c'est pour la partie cinématique. À partir de ça, on peut étudier aussi la dynamique, où là, donc, la cinématique, c'est la façon de décrire le mouvement. La dynamique, c'est comment est-ce qu'on peut prédire le mouvement. Très bien. Alors, tout d'abord, la dynamique, elle se fonde sur les 3 lois de Newton. Ça, c'est vraiment central.
Donc dans ces trois lois de Newton, il y a le principe d'inertie. Le principe d'inertie, il dit que dans un il existe des référentiels particuliers, qui sont les référentiels galiléens, dans lesquels un système qui est isolé, il va être en translation rectiligne uniforme. Donc ça, c'est pour dire à partir de quoi on part. On part des référentiels galiléens, là où on va pouvoir appliquer les différents principes. Ensuite, il y a le principe fondamental de la dynamique. Donc le PFD, c'est celui qu'on utilise le plus en pratique dans les exercices. C'est que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Avec ce principe fondamental de la dynamique, une fois qu'on connaît les forces, on peut en déduire l'accélération et donc le mouvement. Et le troisième principe, c'est le principe des actions réciproques. C'est le fait que si on a un objet 1 qui induit une force F12 sur l'objet 2, l'objet 2 il va induire la force opposée sur l'objet 1. Ce principe des actions réciproques, on le rencontre en particulier dans pas mal d'exercices de statique où on va se demander quelles sont la force entre différents systèmes et utiliser le fait qu'on a l'action réciproque, ça va permettre de dire que si on a la force dans un sens, on va avoir l'opposé dans l'autre sens. Très bien, donc ça c'était pour les lois de Newton. Ces lois de Newton, elles permettent de prouver les théorèmes de l'énergie cinétique et de l'énergie mécanique. Et de l'énergie mécanique. Donc ces deux théorèmes, le théorème de l'énergie cinétique, c'est que la variation de l'énergie cinétique, ça correspond au travail des forces. Avec le travail des forces qui est F, donc on va peut-être l'écrire. Donc cinétique, c'est que la variation de l'énergie cinétique, c'est égal à la somme du travail des forces, et le travail d'une force, c'est, selon le mouvement, l'intégrale de la force selon le mouvement. Et le théorème de l'énergie mécanique, c'est la même idée, seule chose, c'est qu'à la place de l'énergie cinétique, on met l'énergie mécanique et que c'est la somme des forces non conservatives, la somme du travail des forces non conservatives. Parmi l'énergie mécanique, ça permet, dans l'idée, d'une fois qu'on connaît certaines forces classiques, on connaît leur énergie potentielle, on peut simplifier plus facilement le problème. Alors en particulier, on a besoin, il y a pas mal d'énergie potentielle habituelles qui sont bonnes à savoir. Alors tout d'abord, on a pour la pesanteur, si on a un axe des Z selon le haut et l'accélération de la pesanteur selon le bas, on a l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à mgz plus une constante. Donc à chaque fois, une énergie potentielle, je rappelle, elle est définie à une constante près puisque on l'a définie à partir de la dérivée de l'énergie potentielle qui donne la force. Par ailleurs, on a aussi pour l'interaction gravitationnelle qui est en quelque sorte une généralisation de la pesanteur mais à une autre échelle. Si on a un astre en haut de masse MO et un astre de masse petit m, à ce moment-là, avec R, leur distance, l'énergie potentielle gravitationnelle, elle est en G, la constante universelle de gravitation, la masse de l'axe central, multipliée par la masse de notre système, divisé par R, avec un signe moins.
Cette énergie potentielle gravitationnelle, on a la même forme dans le cas de l'énergie électrostatique ou l'énergie de Coulomb, où à la place de G, on a le 1 sur 4 pi epsilon 0, et à la place des masses, on a la charge des différents constituants. Donc ça, c'est différentes énergies potentielles qui sont utiles. Dans la dynamique, on peut rencontrer également d'autres forces, donc qui sont bonnes à connaître. Donc on a la tension du fil. Donc c'est le schéma à garder en tête, c'est on a un fil, la tension, elle va être toujours dans la direction du fil. On a également pour la force de rappel d'un ressort, cette fois-ci, le schéma à garder en tête, c'est on a un ressort, on a une masse M ici, le ressort, il est défini par sa constante de raideur et sa longueur à vide. On a une longueur L, et avec U, un vecteur unitaire comme ceci, la force élastique, c'est moins K, la différence entre la longueur et la longueur à vide, selon le vecteur U. Et enfin, comme autre force qu'on peut rencontrer, il y a tout ce qui est réaction du support. Donc si on a une masse qui est sur un support, on va avoir une réaction normale. Et s'il y a des frottements, on pourra également avoir une réaction tangentielle. Et bon, la formule n'est pas à connaître par cœur, mais l'idée c'est que la réaction tangentielle, elle va être proportionnelle à la réaction normale, et elle va être toujours opposée au mouvement, c'est une force de frottement, c'est les forces de frottement solides. Très bien, donc ça c'est des exemples de forces. Ensuite, on a deux situations qui sont bonnes à connaître. On a tout d'abord le cas de la mécanique céleste, où là il faut connaître les lois de Kepler. Donc les lois de Kepler, la première loi c'est le fait qu'on est sur une trajectoire qui est une ellipse. La deuxième c'est la loi des airs, c'est le fait que si on a deux airs qui sont parcourus, enfin, si on parcourt la même aire dans le même temps, comme sur ce schéma. Donc ça, c'est la loi des airs. Et enfin, c'est le rayon au cube divisé par la période au carré, qui est aussi une constante du mouvement. Qui n'est pas une constante du mouvement, excusez-moi, qui est une constante de tous les astres. Donc ça, c'est les trois lois de Kepler. Et on va prendre la dernière situation qui est bonne à connaître, c'est celle des oscillateurs. Donc là, on a l'idée, c'est d'avoir quelque chose de générique qui représente plein de systèmes. Donc typiquement, il y a le pendule, où le système masse ressort, et la force de la théorie des oscillateurs, c'est que ça s'applique à d'autres situations que celle de la mécanique. On a par exemple, ça a pu vous être évoqué, quand on a un système avec à la fois une bobine et un condensateur, on va avoir aussi un oscillateur.
Et ces oscillateurs, ils sont définis par une équation différentielle. Cette équation différentielle, elle est de cette forme-là. Y point plus oméga 0 carré y qui est égal à 0. Et ces solutions, ça va être y de t qui est égal à une fonction cosinusoïdale du temps avec la pulsation oméga 0 qui est définie dans cette équation. Et à ce moment-là, on peut tracer le graphe de la situation. On va avoir une fonction sinusoïdale avec le temps et y ici. Dans ces oscillateurs, on peut parfois avoir des amortissements. Donc ça, c'est dans le cas où il va y avoir des frottements dans le système. Si frottement, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir osciller de manière permanente. Et on va avoir une décroissance. Alors là, ça va être peut-être un peu petit. Je vais effacer ici, mais c'est le schéma qui devrait se retrouver là. Donc on va avoir une enveloppe de décroissance et des oscillations qui sont amorties. Donc ce schéma-là, c'est celui de avec frottement. Donc ça, c'est pour tout ce qui est dynamique. Donc dans la dynamique, on peut revoir. Donc il y a tout d'abord les lois de Newton qui permettent de tout démontrer. Avec ces lois de Newton, on utilise souvent les théorèmes de l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Alors aussi, on remarque sur ces théorèmes-là, comme on obtient le principe fondamental de la dynamique, c'est trois équations selon chacune des coordonnées. Dans le théorème de l'énergie cinétique, on n'obtient plus qu'une seule équation, et donc c'est en particulier utile pour les situations où on n'a plus qu'un seul degré de liberté. Pour l'énergie, on a besoin de différentes énergies potentielles qu'on a pu rencontrer. On a rappelé aussi quelques forces qui sont habituelles. Dans le cas de la mécanique céleste, on a les lois de Kepler qui permettent d'aider à la résolution. Et enfin, une situation assez courante, c'est celle de l'oscillateur qui permet de décrire les systèmes qui sont proches d'une position d'équilibre et qui suivent cette équation différentielle. Donc on va pouvoir effacer cette partie sur la dynamique. Et ensuite, on va pouvoir passer. Alors, c'est selon les façons dont on range cet objet, ça va être l'hydrodynamique. Des fois, on le range dans la mécanique, des fois non. Ici, on ne va pas le ranger dans la mécanique. En pratique, la mécanique, c'est l'étude des objets de taille classique sur Terre avec les principes fondamentaux. Mais l'hydrodynamique, ça va être quand on a plein de petites particules. Donc, on va écrire tout ça. Hydrodynamique. Donc, en hydrodynamique, c'est l'étude des fluides. Il n'y a pas grand-chose que vous avez à connaître pour le test de présélection. Les deux principales choses, c'est tout d'abord la notion de pression et donc en particulier le fait que si on a une surface S, une pression ici et un vecteur normal comme ceci, on va avoir une force qui s'applique, qui pousse, une force pressante, F, qui va être donnée par la pression fois la surface
selon le vecteur normal. Cette pression dans un fluide, elle va donner lieu à la poussée d'Archimède. Alors là, le schéma à garder en tête, c'est on a un solide qui va être dans un fluide, il a un certain volume immergé, Vim, on a la gravité qui est dans ce sens-là, il va subir une pression d'Archimède vers le haut, qu'on note souvent Pi, et cette poussée d'Archimède, elle est selon moins l'accélération gravitationnelle, donc elle est bien vers le haut, elle est proportionnelle au volume immergé, multiplié par la masse volumique du fluide. Et donc c'est l'inverse en fait du poids que subirait le fluide s'il était à la place de l'objet immergé. Et enfin, une deuxième chose qui est au programme, c'est le théorème de Bernoulli. Alors là, c'est pour un écoulement parfait, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement stationnaire et incompressible. Le long d'une ligne de courant, on va avoir un demi de la vitesse au carré plus G fois Z plus la pression divisée par la masse volumique, qui est une constante. Donc on va faire un schéma. C'est si donc on a une ligne de champ, un vecteur vitesse, la gravité qui est vers le bas et l'axe Z qui est vers le haut. Alors à ce moment-là, on a la conservation. La chose qui est la plus importante à connaître, c'est quand on a une plus grande vitesse, on va avoir une plus faible pression. Et c'est les choses qu'on peut observer, par exemple, on peut soulever une feuille comme ça, puisque l'air va plus vite au-dessus de la feuille. Très bien, donc ça c'est pour le théorème de Bernoulli. Et oui, le fait que dans les zones où la vitesse va plus vite, on a une plus faible pression, c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. On va passer maintenant à un tout autre domaine, c'est celui de l'électrocinétique. Donc ça, c'est l'étude des circuits électroniques. L'électrocinétique. Donc dans l'électrocinétique, c'est pas mal des choses que vous avez pu voir aussi dans vos cours de lycée. Donc ce dont on part, c'est principalement des lois de Kirchhoff, qu'on appelle aussi loi des mailles et loi des nœuds. Donc ça, c'est même du programme de collège. On étudie différents composants. On a le composant le plus fréquent, c'est la résistance. Qui vérifie U égale RI, c'est la loi d'Ohm. Par ailleurs,
Un autre composant courant, c'est le condensateur. Le condensateur, il a une capacité C, et si on note I le courant, U sa tension, on n'a que I, c'est CdU sur dt. On peut combiner ces deux composants, donc la résistance et le condensateur, dans un circuit RC. Donc si on a un générateur de tension, un condensateur et une résistance, on va avoir un régime au moment où on ferme l'interrupteur, on va avoir un régime transitoire dans lequel la tension, par exemple, aux bornes de la résistance va évoluer et va être ici une exponentielle décroissante. Ici. Et le temps caractéristique, il est égal à RC. Par ailleurs, pour les composants, on a également une puissance qui peut être introduite. La puissance pour un composant générique, avec U, attention, et I, la puissance elle est égale à U fois I. Cette puissance, par exemple, dans le cas du condensateur, elle va donner lieu à une interprétation comme une énergie qui est emmagasинée dans le condensateur, qui est énergie qui est égale à 1/2 de C carré. Donc là, c'est l'énergie qui est emmagasinée dans le condensateur. Par ailleurs, les résistances, dans le cas de la puissance, on a la loi de Joule qui indique que la puissance, en utilisant les deux termes, c'est soit U carré sur R, soit R I carré. Et donc la puissance reçue par une résistance est toujours positive et est dissipée en chaleur. Finalement, oui, les résistances aussi, avec loi d'Émaille et loi de Néneux, on peut considérer des résistances équivalentes. L'idée des résistances équivalentes, c'est si on a deux résistances en série comme cela, elles se comportent de la même façon qu'une seule résistance, R1 plus R2. Donc ça, c'est pour l'électrocinétique. Très bien. On va passer à une autre partie, celle des ondes. Donc les ondes, ce qui est un chapitre assez transverse, dans le sens où on a des phénomènes qui sont présents dans le cas des ondes, qui peuvent être pour des ondes de plusieurs sources. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est pour les ondes lumineuses, dans le cas de l'optique, mais c'est aussi des phénomènes qu'on trouve dans le cas, par exemple, des ondes sonores. On va avoir des phénomènes très similaires. Alors, les choses qui sont à connaître, tout d'abord, il faut connaître la notion de célérité, de longueur d'onde de fréquence, et qui sont reliées par la relation C qui est égale à lambda fois F. Enfin, il y a différents ondes, on aime bien
donner des termes. Donc il y a la notion d'onde progressive où on a un transfert d'énergie. Il y a les ondes stationnaires où on a un phénomène périodique qui reste au même endroit. On a en particulier l'idée de la corde de Mel qu'on peut rencontrer. Enfin, quelque chose qu'on aime bien aussi déterminer, c'est le fait que ce soit une onde longitudinale ou transversale. Donc longitudinale, c'est que la propagation se fait perpendiculairement au mouvement. Donc c'est le cas par exemple de l'oscillation sur une corde. Et transversale, c'est dans la direction du mouvement. Donc on pense par exemple au son. Très bien. Ensuite, les ondes, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le principe de superposition. C'est le fait que l'amplitude du signal s'ajoute en même point, et c'est ça qui donne, dans le cadre, par exemple, de l'optique, aux interférences lumineuses. Et là, vous avez vu deux types d'interférences. Il y a tout d'abord tout ce qui est trou ou fente d'Young. Donc le schéma est le suivant. Ouais, pas trop à l'échelle. On a deux fentes. On a une lumineuse qui arrive. Et quand elle arrive sur l'écran, on va avoir une variation de l'amplitude. Là, si on regarde ici, c'est l'intensité lumineuse en fonction, par exemple, de la position X. Donc ça, c'est un type d'interférence. Vous avez aussi vu dans le cas d'une lame mince, où là, c'est quand on a un rayon lumineux qui arrive entre deux dioptres, et on va avoir des interférences entre le rayon qui fait que traverser ou le rayon qui a une réflexion. Et c'est ça qui donne lieu, par exemple, aux couleurs des films de savon, où vous avez vu aussi dans le cours le fait que c'est ces idées-là qui permettent de comprendre la couleur des papillons ou des plumes d'oiseaux. Donc ça, c'est pour le principe de superposition. Et une dernière chose qu'il faut connaître sur les ondes, c'est l'effet Doppler. C'est le fait que si on a si on a un émetteur qui émet des ondes sur un récepteur ici, si l'émetteur bouge vers le récepteur, le récepteur va entendre un son plus aigu. À l'inverse, si l'émetteur s'éloigne, on va entendre un son plus grave. C'est sûrement ce que vous avez pu déjà repérer. Quand on a une ambulance qui passe près de nous, on a d'abord quelque chose comme ça, où on a d'abord un son plus aigu et ensuite un son plus grave. Très bien, donc ça c'était pour les ondes. Et enfin, on va voir la physique qu'on peut appeler souvent la physique moderne, même si il y a plein de choses qui sont là-dedans qui sont aussi très modernes. C'est tout d'abord, il y a la relativité. Donc en pratique, ça va être la relativité restreinte. Donc ça part tout d'abord du fait que la vitesse de la lumière
est une constante. À partir de là, quand on change de référentiel, on va avoir la notion de transformation de Lorentz. C'est le fait que le changement de coordonnées en changeant de référentiel n'est pas celui auquel on est habitué en mécanique classique où c'est juste un changement de point. On va avoir un facteur très important qui est le facteur gamma qui est égal à 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Ce facteur-là, gamma, il est toujours plus grand que 1. On peut remarquer d'ailleurs aussi dans cette expression que les vitesses qui sont toujours plus petites que la vitesse de la lumière. Et ce facteur gamma, il va se retrouver dans les transformations de Lorentz par deux phénomènes qui sont bons de se rappeler. C'est la dilatation des durées et la contraction des longueurs. Alors, la façon, ce qu'il faut faire très attention dans ces deux notions, c'est la dilatation des durées, on considère un événement dans son référentiel propre, c'est-à-dire à l'endroit où ça a lieu au même endroit, et si on change de référentiel, la durée entre ces deux événements va changer et va être plus longue. Et pour la longueur, c'est si on a un objet qui est immobile dans un référentiel, dans un autre référentiel où il sera en mouvement, il aura une longueur plus petite, et à chaque fois, le facteur de dilatation ou de contraction, il est donné par gamma. Donc, en particulier, pour la dilatation des durées, on va avoir un temps qui va être multiplié par gamma, et pour la longueur, une longueur qui va être divisée par gamma. La relativité restreinte, elle amène à une quantité qui est le fait que on va avoir intrinsèquement une énergie de la masse qui va être donnée par E qui est égale à mc au carré. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans un autre domaine qui est la physique nucléaire, où on étudie en fonction, entre autres parmi toutes les choses qu'on étudie, l'énergie qui va être relâchée dans une réaction nucléaire et qui permet d'être déterminée par les défauts de masse et par cette expression. Dans la physique nucléaire, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est le principe de radioactivité, où on va avoir une désintégration spontanée d'éléments physiques et qui va être décrit par le temps de 2000. Cette physique nucléaire, elle est aussi fortement en lien avec la physique quantique, qui est donc une description des phénomènes à l'échelle très petite. Dans la physique quantique, les choses dont il faut que vous ayez conscience, c'est tout d'abord de la dualité onde-corpuscule, qui permet de dire que l'énergie, elle va être reliée à une fréquence par E égale h nu, et on a aussi une quantité de mouvement h qui va donner lieu à une longueur d'onde lambda. Cette donnée, elle est aussi présente dans le cadre des photons qui, eux, vont à une vitesse, à la vitesse de la lumière, et qui, cette dualité onde-corpuscule, on la voit d'une part comme la matière, souvent décrite par les corpuscules,
qui peut être représentée comme une onde, mais également par le fait que les photons, enfin la lumière qui est habituellement représentée comme une onde, est aussi décrite par des quantités de matière, les photons. Par des quantités, des quantums, des unités insécables, qui sont les photons. Ensuite, dans le cadre de la physique quantique, une chose dont il faut se rappeler, c'est aussi le fait qu'on a une quantification de l'énergie, en particulier dans le cadre atomique, par exemple dans le cas de l'atome d'hydrogène, et qui donne lieu à son spectre avec une énergie, les énergies qui sont en 13,6 électronvolts divisé par n au carré. Une dernière chose qu'il faut connaître, c'est la notion de corps noir, qui est liée à celle de physique quantique et également à la physique statistique. Et dans le cadre du corps noir, on a un corps chaud qui va émettre un rayonnement. Ce rayonnement, il va avoir une certaine puissance selon la longueur d'onde. Il va avoir typiquement cette forme-là. Ce rayonnement, il a une longueur d'onde maximale qui est donnée par la loi de Wien. Et c'est que le produit de la longueur d'onde fois la température qui est à 3 fois 10 puissance moins 3 mètres fois Kelvin. Donc pour s'en rappeler, en tout cas pour l'ordre de grandeur, le Soleil il est de l'ordre de quelques milliers de Kelvin, et la longueur d'onde lumineuse, on voit le Soleil et donc le lambda max il est dans le visible, donc aux alentours de plusieurs centaines de nanomètres, et en tant que calcul on retrouve 10-3. Bon, on peut trouver 10-4 sur la façon dont on fait le calcul si on est trop si on fait trop à la hache, mais à la fin on trouve cette valeur là. Et une deuxième chose, c'est la loi de Stéphane, qui est le fait que la puissance surfacique totale, elle est en sigma fois t puissance 4, avec sigma, la constante de Stéphane. Et ça, c'est typiquement une question qu'on peut trouver dans les QCM, du test de présélection, d'utiliser cette formule. Très bien, donc là, on a refait un petit tour d'horizon rapide de tout ce que vous avez vu. Donc c'est allé très vite et ça n'a pas pour objectif d'être un cours où on découvre ces notions-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on va passer à la suite un peu plus sur des notions de méthodologie, de comment est-ce qu'on aborde une épreuve telle que le test de sélection SIFO. Alors, on va pouvoir commencer sur les conseils. Alors déjà, en petite remarque, ce que je vais donner, c'est des conseils qui sont assez généraux, qui peuvent aussi dépendre des personnes, donc c'est un peu à découvrir chacun ce que vous préférez, mais c'est un peu des idées génériques de quand on a une épreuve difficile, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mieux ne pas faire. Et donc, je dirais que quelque chose qui est assez important, c'est commencer par regarder en diagonale le sujet au début. L'idée, c'est pas de rentrer dans toutes les questions, parce que de toute façon, il va falloir y répondre après, mais
déjà avoir une idée du nombre de questions. Donc ça permet de se dire si à tel moment, après avoir répondu telle question, si c'est mieux qu'on passe à autre chose parce qu'il y a plein de questions, ou au contraire qu'il faut bien se concentrer puisqu'il n'y a pas beaucoup de questions par rapport au reste du sujet. Et aussi, ce qui est assez important, c'est de regarder les thèmes. Donc, pareil, de voir rapidement, de se dire, ah oui, là, il y a un peu des schémas d'élec, là, ça va être plutôt de la thermo, et ça permet de choisir juste simplement les parties qui vous conviennent le mieux. Un test comme celui de la présélection, c'est beaucoup de questions dures et on n'attend pas forcément que vous sachiez tout répondre. Et donc c'est bien de faire ce que vous savez répondre pour pour pas avoir de remords après coup. Alors je dirais que un autre conseil, bon, qui peut dépendre un peu des personnes, mais je conseille de ne pas lire en entier tous les paragraphes d'introduction, puisque souvent, en particulier dans les problèmes ou les cours exercices, il y a un descriptif de pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce qu'on utilise ça. C'est souvent très intéressant, mais souvent ça sert à rien pour répondre aux questions. Donc l'idée c'est juste avoir un peu une idée de quoi on parle et si jamais il y a un peu des noms qu'il va falloir utiliser, mais juste voilà, regarder rapidement. Et si à un moment on est bloqué, souvent c'est parce que du coup on n'a pas lu ce paragraphe d'introduction. À ce moment-là, on peut regarder en entier, mais voilà, de pas perdre de temps en ça puisque le temps est très important. Aussi, ce qui est un peu lié, c'est avoir une montre où, alors, possiblement, vous serez dans un endroit où il y a une horloge, etc. Donc ça convient parfaitement. Mais de manière générale, c'est bien d'avoir une notion du temps pour savoir au moment où il faut sauter des questions, au moment où on passe à autre chose. Bon, ça peut être stressant de se dire qu'il ne reste plus que 5 minutes, mais c'est quand même utile. Et en particulier, ne pas hésiter à sauter des questions si on se rend compte que ça va prendre du temps et que ça va pas, qu'il reste encore plein de choses à faire. Alors, à titre personnel, je suis plutôt, enfin, j'aime pas trop faire des allers-retours entre différentes parties, donc je suis plutôt à passer à autre chose, typiquement quand je sais que de toute façon, il y a encore plein de choses qu'il y aura à faire après, et du coup à sauter plutôt tard dans la question, mais ça c'est pareil, c'est un peu chacun. Et aussi, qu'il ne reste plus que 30 minutes, bah, si jamais il y a une partie entière que vous n'avez pas faite, c'est vraiment important de la commencer parce qu'il y a toujours des questions un peu plus faciles au début qu'on peut résoudre et qui vont rapporter des points. Ensuite, alors ça, pareil, bon, je vais peut-être pas forcément l'écrire, mais de manière générale, c'est bien de, quand vous êtes dans le sujet, faire le sujet, et donc typiquement de pas trop prendre à boire ou pas trop prendre à manger. Alors ça dépend un peu de chacun, mais typiquement, bah, aller aux toilettes, ça prend du temps. Ça peut aussi permettre de se changer les idées, mais donc voilà, donc ça, juste... il peut y en avoir, enfin, moi à titre personnel, je sais que je bois très peu pendant les épreuves parce que je sais que sinon après je vais avoir envie d'aller aux toilettes et bah, ça prend du temps. Bon, ça permet de changer les idées, mais voilà. Ça, c'est une remarque. Ensuite, de manière générique pour la physique, l'homogénéité et la cohérence. Ça, c'est à vérifier. Donc l'idée, c'est quand vous écrivez un résultat qui vous est demandé, regardez rapidement si c'est bien homogène. Alors la cohérence, ça va être typiquement si quand si vous avez une vitesse et que vous voyez que quand la vitesse devient très très grande, enfin vous êtes en relativité restreinte par exemple, et que vous voyez que la vitesse elle va être plus grande que c, bah ça typiquement c'est pas cohérent. Donc voilà, donc c'est un truc à regarder. Et l'homogénéité c'est aussi hyper utile pour trouver des erreurs. Donc je conseille vraiment de regarder. Alors après ça dépend un peu de chaque situation. Si c'est une toute petite formule
où c'est très rapide de regarder l'homogénéité, et ça c'est super important de la regarder. Si c'est une très grosse formule, bah après là, il faut aussi réfléchir en termes de stratégie. Est-ce que vous êtes sûr de vous? À ce moment-là, ça peut ne pas être nécessaire de vérifier l'homogénéité, mais en même temps, si c'est une très grosse formule, il y a des chances que vous ayez fait une faute de calcul à un endroit, et donc vérifier l'homogénéité, c'est assez utile. Aussi, dernière chose, faire les applications numériques. C'est souvent quelque chose qui prend un peu de temps de le taper à la calculatrice. Mais c'est quelque chose qui est assez rentable en points, puisque une fois que vous avez une formule, si on vous demande juste de faire une application numérique, bah, vous savez que vous pouvez le faire. Ça prend possiblement un peu de temps de taper sur la calculatrice, mais c'est quelque chose où on est sûr qu'à la fin, on va avoir quelque chose, et donc c'est vraiment très utile à faire, et souvent ça rapporte pas mal de points par rapport à l'investissement mental de faire une application numérique. Et ensuite, spécifiquement pour le QCM du PES de présélection, c'est un QCM. Donc, si jamais vous n'avez pas forcément la réponse exactement de ce qui est demandé, l'important c'est de regarder si vous pouvez éliminer des questions par globalement ces idées-là, donc l'homogénéité, l'ordre de grandeur et la cohérence. Et ça permet si vous avez plus qu'une question qui est cohérente, bon bah c'est bon, c'est la bonne. Et si vous en avez deux, bon bah au moins vous choisissez entre deux. Il y a une chance sur deux que vous ayez bon. Si vous en avez deux comme ça, vous avez une question juste à vérifier. Et donc ça c'est vraiment important pour le QCM de éliminer des réponses absurdes. Et répondre quand même. Et répondre au pire, au hasard sur ce qui reste. Alors sur le test aussi spécifiquement pour le test de présélection des IFO, les QCM peuvent être des questions aussi des fois assez dures, et donc il ne faut vraiment pas hésiter à en sauter, puisque après il y a tous les problèmes, tous les exercices, et donc généralement il y a le temps qui est indiqué, la plupart du temps c'est 1 heure qui est conseillé pour le QCM, et c'est vraiment mieux de ne pas y passer plus d'1 heure, même si c'est le début des questions, parce que ça peut prendre du temps de tout répondre. Et aussi, alors, dans le QCM, souvent, quand il y a une réponse, c'est pas possible de savoir. Souvent, c'est pas la bonne, mais des fois, ça peut arriver que ce soit la bonne. Donc voilà, donc ça c'est aussi une petite remarque sur les réponses absurdes. Faut réfléchir à ça. Ok. Très bien. Ah oui, aussi en petite remarque, il y a aussi quelques questions. La plupart des questions de tout ce qui est problème et exercice, faut justifier et du coup faut faire des phrases. Mais il y en a quelques-unes où c'est juste donner une formule. Bah, à ce moment-là, ça peut être bien de toujours mettre une petite phrase du style on a donc, mais voilà, rentrez pas non plus dans tout un roman pour donner juste une formule qui vous est demandée. Ok, on va maintenant passer du coup à un exemple qui est le PDF que je vous ai envoyé. Donc dans le PDF que vous avez sur le site de Ficité, qui va être affiché aussi en direct, sur le live, c'est d'une part des exercices du QCM de 2022 des terminales, et d'autre part une partie du problème de 2024. Donc pour le problème de 2024, je pense qu'on n'aura pas le temps de beaucoup rentrer en détail, mais le corrigé est sur le site de Sciences à l'école, si vous voulez regarder.
Et pour le QCM, il me semble qu'il n'y a pas de corrigé, mais on va pouvoir aller au moins sur une partie des questions ensemble. Et on va pouvoir voir un peu comment est-ce qu'on aborde ces questions de QCM. Alors. Donc, la première question, on considère deux ressorts idéaux sans masse, qui ont une constante de raideur K, donc ils sont attachés verticalement en série, et à l'extrémité du deuxième ressort, on attache un bloc de masse M, ce qui conduit à l'allongement de l'ensemble des ressorts de longueur delta x. Et on demande quelle est la pulsation des oscillations du bloc de masse M. Alors là, ensuite, il y a différentes formules qui sont données. Alors, une formule, globalement, la formule qui est attendue de base, c'est pour un système masse-ressort qui est à la verticale. Si on a un seul ressort avec une masse M, la pulsation qui est attendue, elle est en racine de K sur M. Donc, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que la réponse D, c'est pas homogène, puisqu'on n'a pas cette forme-là avec racine de K sur M. Et donc, si on fait le calcul avec donc, delta x et une longueur, et donc à la place de la masse, ça peut pas être une pulsation. Et ensuite, là, il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà vu la notion de ressorts qui sont mis en série comme ça. À ce moment-là, vous savez tout de suite que la constante de raideur équivalente de ces deux ressorts, elle est en K sur 2. Donc ça, il y a cette notion-là dans le poly d'exercice de oscillateur. C'est sont bons. Et du coup, à ce moment-là, la constante équivalente, c'est K sur 2. Et du coup, on se retrouve avec une pulsation qui est en racine de K sur 2M. Donc, c'est la réponse C. Alors, ensuite, vous pouvez être dans la situation où vous ne vous rappelez pas de la formule. Alors, là, je dirais que, en conseil, étant donné que c'est la première question, possiblement, vous pouvez répondre à une réponse au hasard et vous passez à la suite. Mais on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut savoir que c'est K sur 2. Donc, on va reprendre le schéma. Donc on a K 0, K L0. On a un allongement total delta x. Et l'idée en fait dans cette situation, c'est de se dire qu'on a d'une part un allongement delta L1 du ressort 1 et d'autre part un allongement delta L2 du ressort 2. Ça, c'est allongement. Et ensuite, d'utiliser, donc, on sait que la force F, elle va être à moins K delta L2U, avec U qui est donné comme ceci. Et cette force-là, elle va être égale, ici on va avoir moins la force puisqu'on a le ressort qui est allongé dans le sens. Par le principe des actions réciproques, on va avoir aussi la force appliquée par 1 sur 2, c'est moins la force qui est appliquée à 2 sur 1. Et du coup, en fait, cette force-là, elle va être aussi égale à moins K delta L1 fois U. Alors là, déjà, si on est dans l'optique QCM, on peut se dire que delta L2, c'est plus petit que delta X. Donc, la force, elle est plus petite que si on avait eu que ce ressort-là. Donc, la constante de raideur, elle est diminuée.
Donc, parmi les trois possibilités, on peut avoir globalement, la valeur équivalente, ça va être soit 2K, soit K sur 2. Donc, on prend uniquement la valeur qui est éliminée, donc c'est K sur 2. Et si on reste dans... si on veut terminer juste la démonstration ici, on a K delta L1 qui est égal à K delta L2. Donc, delta L1 égale delta L2. Or, delta X, c'est delta L1 plus delta L2. Donc, delta L1, c'est delta X sur 2. Et on se retrouve donc avec F qui est égal à moins K sur 2 delta X U. Et donc on se retrouve avec une constante de raideur équivalente qui est égale à K sur 2. Et donc on a l'application en racine de K sur 2. Donc, voilà. Donc là on a eu les différentes étapes de comment est-ce qu'on peut résoudre si on se rappelle d'une partie et pas tout. Ok, très bien. Donc ça c'est pour la question 1. Ensuite la question 2. Je vous laisse lire. Donc, on a deux récipients qui contiennent le même volume initial d'eau et on perce donc l'un avec un trou de diamètre D1 4 cm et l'autre avec deux trous de même diamètre D2 2 cm. On suppose que l'écoulement est parfait et que les deux récipients vont se vider totalement. Que peut-on conclure? Alors là, c'est toujours bien. Moi, je conseille de faire un petit schéma dans la marge. Alors, moi, personnellement, j'aime bien mettre à chaque fois dans la marge. Il y a un certain qui préfère prendre une feuille de brouillon à côté et faire tous les schémas. Bon, ça, c'est selon chacun. Donc, on a dans le récipient 1 un trou de diamètre 4 cm et dans le récipient 2, deux trous de diamètre 2 cm. Et là, l'idée, c'est globalement de se dire que les deux récipients, celui-là, enfin c'est une histoire de surface. Celui-là, il va avoir une surface S qui est égale à pi fois 4 au carré en centimètres carrés. Et lui, il va avoir une surface qui est 2 fois pi fois 2 au carré centimètres carrés. Et là, on voit tout de suite que S1 il est égal à 2 fois S2. Et donc, on s'attend à ce que lui, il se vide 2 fois plus vite que le 2. Donc, on va avoir la réponse 1. Ah. Voilà. Donc là, l'idée, c'est juste, bon, pas forcément faire toutes ces étapes, mais juste au moins faire un petit schéma, puisque de toute façon, on s'en mêle toujours les pinceaux entre lequel est le 1, lequel est le 2. Bien lire la question, et là, c'est bien le récipient 1 qui se vide 2 fois plus vite que le récipient 2, et pas l'inverse. Et ensuite, on passe à la question suivante. Alors, ensuite, donc, pour la question 3, donc là, on a un petit texte. Lors de l'arrivée d'un ouragan, la population est avertie par un signal sonore à la fréquence 1200 Hz. On considère une personne immobile qui se situe à 1 km du point d'émission de ce signal sonore. Les vents soufflent à 55 mètres par seconde et se dirigent de la sirène vers la personne. Quelle est la fréquence du signal sonore perçu par cette personne? On considère que le son se propage à la vitesse de 330 mètres par seconde. Alors là, pareil, c'est bien de faire un petit schéma. Donc là, on a la sirène. Là, on a le récepteur, la personne. Là, aussi, déjà, tout de suite, ce qu'il faut se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on me pose la question? Ça, c'est aussi assez important de manière générale dans tout problème. Et globalement, l'idée, c'est, comme il y a des histoires de choses qui bougent, c'est on va peut-être être amené à avoir de l'effet Doppler. Donc là, on a
la sirène qui est mise comme ça, et le vent il se déplace de la sirène vers la personne. Et là, il y a deux possibilités. Enfin, deux possibilités. On peut, en fait, plutôt, enfin, il y a plusieurs façons de répondre à un problème comme pour tout, je dirais. Ici, la bonne chose à voir, c'est le fait que la vitesse, pourquoi est-ce qu'on nous donne la vitesse du vent? C'est le fait que, comme le vent, il va avancer, il va emmener l'onde sonore, et donc l'onde sonore va aller plus vite à cause du vent. Mais en fait, ici, faut pas tomber dans un piège, la vitesse du vent, elle fait juste aller l'onde sonore plus vite. Et donc, on est toujours dans la situation où la sirène est immobile et la personne est immobile. Et donc là, il n'y a pas de raison que la fréquence change. Et donc, on va juste avoir une différence. Donc, je vais écrire juste rapidement. Donc, le vent fait avancer plus vite le son. Mais on ne va quand même pas avoir d'effet Doppler. Et donc la réponse, ça va être la réponse A. Alors, une autre façon, juste pour curiosité, mais en général, quand on a une vitesse du vent, ce qu'on peut aussi des fois se faire, c'est se placer dans le référentiel du vent. À ce moment-là, on a la sirène et la personne qui bouge, et du coup, on peut utiliser la formule habituelle de l'effet Doppler. Et en fait, quand on applique la formule, on va se retrouver avec une quantité sur la même quantité, et donc on ne va pas avoir de variation de la fréquence. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour la question A. Ensuite, on va avoir la question 4. Alors là, ça va être intéressant, puisque là, il faut vraiment réfléchir de façon plus sérieuse. Donc, on a une charge, une répartition de charge. Donc là, on a le schéma, on peut regarder le schéma. Et on dit, donc il y a les charges ponctuelles plus Q, qui sont disposées sur l'axe OX, et on a une cinquième charge, particule de charge moins Q, qui est sur l'axe OY. Et nous, ce qu'on nous demande, c'est la force électrostatique totale qui est exercée par les 4 particules de charge plus Q sur celles de charge moins Q. Donc là, bon, je refais le schéma pour être avec vous sur la question, mais vous n'avez pas besoin de refaire le schéma si vous avez le sujet imprimé. L'idée, à partir de là, c'est déjà de se donner une idée. On sait qu'on a les forces électrostatiques. Elles sont dans la direction des charges, puisque on a deux charges opposées. Et ça, c'est l'électrostatique. Et ensuite, nous, ce qu'on demande, c'est uniquement la direction. Donc, on peut faire deux raisonnements. Déjà, en traçant comme ça, on voit directement qu'on va avoir une composante qui est vers le bas. Et donc, étant donné qu'il n'y a qu'une seule réponse avec une composante vers le bas, ça va être la réponse A. On a une composante vers le bas. Donc, A. Après, ici, l'idée aussi de l'exercice, c'est plus précisément, on voit qu'on a une symétrie par rapport à un plan qui est dans cette direction-là. Et donc, la force qui va être exercée par ces charges-là, elle va être s'opposer à celle-là. Et donc, on va bien avoir une force dans cette direction-là. On ne peut pas avoir une force qui va dans d'autres directions. Mais voilà, une fois qu'on sait qu'on a quelque chose qui est une composante comme ça, on voit directement que c'est la réponse A qui est attendue. Ensuite, bon, la question 5 et la question 6, on va y sauter parce que je dirais qu'il y a moins de choses intéressantes, c'est un peu plus des idées. Bon, si vous voulez spécifiquement qu'on les résolve, on peut les résoudre, mais juste, je dirais qu'il y a moins de
chose spécifique à un QCM dedans. Donc on va partir à la question 7. Donc dans la question 7, on a 3 chiens qui courent à vitesse constante. V, ils se poursuivent l'un l'autre. Le premier chien C1 court après le chien C2. Donc là, on regarde le schéma. Qui court après le chien C3, qui court aussi après le premier chien. Et à l'instant initial, les chiens ils sont à une distance D les uns des autres. C'est pas représenté sur le schéma, mais on voit bien. Et que peut-on dire de la longueur L parcourue par chaque chien quand ils se rattraperont? Alors, donc ici, l'idée c'est vraiment de faire par étapes. Alors, la réponse A, réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Donc déjà, la réponse D, ils ne se rattraperont jamais. Déjà, on peut se dire, il y a peu de chances qu'on nous pose la question si c'est posé comme ça, que ce soit D. Et sinon, ce qu'on peut voir, c'est que quand même, si on le fait avancer un tout petit peu, les chiens, ils vont être plus proches les uns des autres. Et du coup, comme ils vont être plus proches à chaque fois, ils vont bien se rattraper. Donc D, pas éclairant. Et donc là, c'est vraiment aussi important. Cet exercice-là, si on le résout en entier, c'est extrêmement dur. C'est plutôt un exercice de prépa, d'un pas trop mauvais prépa. Donc l'idée, ça va pas être de résoudre en entier. Ensuite, là, c'est vraiment de réfléchir en termes de dimension. Ce qu'on veut, c'est une distance qui est parcourue. Et là, on a globalement que 2 choses qui nous sont données. On a la vitesse et grand D. Et la vitesse, c'est en mètres par seconde, donc il y a une dimension de temps dans la vitesse, et donc on ne pourra jamais avoir une formule avec la vitesse qui est dedans, puisque la grandeur en termes de temps, elle ne va jamais pouvoir être enlevée par quelque chose d'autre. Et à l'inverse, la longueur, il faut bien qu'elle dépende de quelque chose, donc ça va bien être, elle est obligée de dépendre de D. Donc ça, on va le faire. Donc on a 2 grandeurs, V et D. Ça, c'est en mètres par seconde. Et ça, c'est en mètres. Et pour avoir une longueur en mètres, on est obligé d'utiliser uniquement D. Puisque par seconde, on ne pourra jamais les enlever. Et donc, par conséquent, A et B ne sont pas possibles. Et donc, c'est qui est la réponse. Ok. Alors, on va passer à la question 8. Alors, je vais passer. Alors, on considère le circuit électrique suivant, qui est constitué de 2 alimentations stabilisées, de force électromotrice E et E sur 2, 2 sens de branchement opposés, respectivement en série, avec chacun résistance de résistance R sur 2 R, relié par un condensateur idéal de capacité C, voire schéma ci-dessous. Bon, là, clairement, le texte, ça peut être un moment où on le saute un petit peu, parce qu'il y a un schéma électrique. À la limite, on lit la question, quelle est la puissance P dissipée dans le circuit électrique en régime stationnaire, et on voit si on a besoin de lire les trucs dessus. Donc, tout d'abord, donc l'idée ici, c'est, donc on va faire le schéma. R sur 2. C'est donc ce qu'on veut, c'est un régime stationnaire, donc c'est au bout d'un certain temps, et on sait que la capacité I, voilà. Oui, non, on va le mettre dans le son. IC, c'est CDUC
sur dt, avec plus c qui est comme ça. Et donc, en régime stationnaire, ça va être 0. Donc, forcément, le condensateur, il va être équivalent à quelque chose dans lequel il n'y a pas de courant, donc à un interrupteur ouvert. Donc ça, c'est équivalent à un interrupteur ouvert. Et donc, le schéma qu'il faut avoir en tête, alors, pas forcément obligé de le représenter sur votre feuille pour gagner du temps, mais on a quelque chose comme ça. Et donc, une fois qu'on a ça, déjà, on peut enlever A et D. Donc, la puissance qui dépend de C, on voit bien qu'il n'y a plus de C, donc ça ne va pas être ça. Donc, D, non. Et par ailleurs, le circuit électrique ne distribue pas de puissance. Ça, on a des résistances. On se doute qu'il va se passer quelque chose, donc ça ne va pas être ça. Et ensuite, entre C et B, là, c'est dur de voir la différence sans faire des calculs. Malheureusement, les deux formules sont homogènes. De toute façon, même, je pense que ici, même si on a une petite intuition de ce qui va se passer, on va quand même faire le calcul. Donc ici, l'idée c'est, on va faire un schéma équivalent. Alors déjà, on sait que cette résistance-là, elle est équivalente à une résistance de 3R sur 2. Et d'autre part, cette partie-là, on peut rassembler les deux tensions et on voit bien, en les mettant à côté, qu'ils sont tête bêche. Donc là, on a 3R sur 2. Et donc, comme ils sont tête bêche, là, on peut directement faire une loi d'émail. La tension U qu'on a ici, U, c'est égal à E moins E sur 2. Donc, c'est égal à E sur 2. Et la puissance, c'est U carré sur R. Donc ici 3R sur 2. Et donc ça va être E carré sur 6R. Voilà. Donc ici, on a le résultat en E carré sur 6R. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors là, encore une fois, c'est un exercice, on voit, ça a pris quand même un tout petit peu de temps. Bon, c'est complètement faisable, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais donc, si jamais vous avez au moins l'intuition que A et D sont faux, et que vous vous dites ça va être des longs calculs, ça peut être un moment de sauter. Après, ça dépend aussi de votre temps. Là, comme vous avez vu à l'avance qu'il y avait 15 questions dans le QCM, vous savez que à la question 8, il faut que vous soyez à peu près à la mi-temps. Donc, à peu près à 30 minutes. Donc voilà, c'est aussi un peu à juger entre ça et ça. Ok. Alors, on va faire la question 9. Alors, la question 9, donc déjà on va le lire. Donc, les particules alpha sont une forme de rayonnement émis par des noyaux instables de grande masse atomique. Si on connaît son cours, on sait que c'est vrai. Elles sont constituées de 2 protons et 2 neutrons. On s'intéresse aussi ici au bombardement d'un atome d'uranium par une particule alpha d'énergie 5,6 MeV. La collision est frontale, l'énergie est conservée. La masse de l'atome d'uranium étant si importante devant celle de la particule alpha, on suppose que l'atome d'uranium reste immobile. En négligeant les effets du nuage électronique, à quelle distance minimale d la particule alpha peut-elle s'approcher du noyau de l'atome? Ok. Alors là, ce qui est important à regarder, c'est le fait, les ordres de grandeur qui sont donnés. Déjà, on a des ordres de grandeur petits par rapport à notre échelle. On a 10-10 mètres, 10-14 mètres et 10-21 mètres. Et ensuite, alors, là, je dirais que une intuition qu'on peut avoir, si on a de bonnes connaissances,
c'est le fait que 10 moins 10 mètres, c'est l'ordre de grandeur de l'atome en entier. 10 moins 14 mètres, c'est à peu près, généralement on dit 10 moins 15 mètres, la taille d'un atome, du noyau, pardon, du noyau. Et donc, si l'exercice est cohérent pour des études nucléaires, en fait, on va s'attendre à que la réponse ce soit la réponse A, ben c'est ce qui est de l'ordre de 10 moins 15 mètres. Alors, ça c'est, je dirais que personnellement c'est la première chose que j'ai vue en voyant cette question. Je pense que un jour d'épreuve, j'aurais de toute façon fait le calcul parce que j'aurais pas eu assez confiance sur le fait que ce soit ça la réponse. Mais déjà, c'est une première idée qu'on peut se dire que le 10 moins 21 mètres, typiquement, c'est beaucoup plus petit que la taille des noyaux. Et donc, il y a quand même peu de chances que ce soit ça. Et à l'inverse, 10 moins 10 mètres, à ce moment-là, c'est pas très intéressant comme question. Enfin, pas très intéressant. C'est pas très intéressant physiquement. Après, c'est une question, donc on n'a pas à juger la question. Mais voilà. Et donc, mais ici, on peut quand même faire le calcul. Donc, on a le noyau. Il a une charge ZE. Et alors, ici, ce qui est sous-entendu, c'est aussi, il faut connaître le fait que c'est un atome d'hélium et particules alpha qui a une charge 2E. Et donc, ce qu'on sait, c'est que s'ils sont distants d'une distance R, l'énergie potentielle, c'est moins ZE fois 2E sur 4 pi epsilon 0 R. Et donc, en fait, la distance... non, c'est plus. Oui, puisque c'est répulsif. De toute façon, en termes de signes, on se doute qu'il va falloir qu'on utilise ça, donc voilà. Et ensuite, on se doute que la distance minimale, ça va être quand la particule elle est arrêtée, et donc ça va être quand l'énergie cinétique est nulle. Et donc, avec EC initial, on va avoir EP final, qui va être égal du coup à 4ZE 2Z carré sur 4 pi epsilon 0 R min. Et du coup, en combinant, on a R min qui est égal à 2Z carré sur 4 pi epsilon 0 ECI. Alors là, clairement, ce que je fais là, si on n'était pas dans la QCM, ça serait clairement pas assez. Il faut justifier, il faut dire qu'on fait tel théorème, etc. Là c'est plutôt l'idée de qu'est-ce qu'on écrit sur sa feuille pour être efficace. Et si vous voulez que j'explique des choses, enfin je peux, hein, je présente rapidement, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ici, ensuite, une fois qu'on a cette formule-là, on rentre les données, on a 2, Z on sait que c'est 92, E carré, on sait que c'est 1,6 fois 10 moins 19. Alors, les grandeurs comme E carré ou epsilon 0, ça vous sera donné au début du sujet. Donc ça, vous n'avez pas besoin de les connaître. Si vous les connaissez, vous irez plus rapidement, mais c'est pas un nécessaire. Personnellement, moi, c'est epsilon 0, j'ai toujours du mal à retenir. Donc, j'ai regardé avant de venir combien ça valait. Et enfin, l'énergie, c'est 5,6 mégaélectronvolts. Donc là, il faut se rappeler que c'est 5,6 fois 10 puissance 6 fois... Donc ça, c'est pour le 5,6 méga. Et ensuite, le électronvolt, c'est la valeur la charge d'un électron multiplié par un volt. Et là aussi, du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est déjà voir, comme on sait qu'on a des ordres de grandeur qui sont différents, en fait, on peut le taper à la calculatrice, ça prend pas tant de temps que ça, mais ici, en fait, on n'a même pas besoin, on peut juste déjà simplifier par 1,6 fois 10 moins 19. Ensuite, ici, on a 10 moins 19, 10 moins 12, 10 puissance 6. Donc là, attendez, je peux faire une erreur? Non. Donc, si on enlève le 10 puissance 6, là on a 10 moins 6. Si on enlève le 10 moins 6, ici on a 10 moins 13.
Euh, ensuite, ici, 4pi c'est à peu près 10, 8,9 c'est à peu près 10. Donc là, on a à peu près 100, là, on a à peu près 100. Et donc là, on se retrouve avec un peu moins que 10 moins 13. Donc, c'est de l'ordre de 10 moins 13. Alors, ici, donc ça, c'était le calcul en ordre de grandeur. Et donc, à partir de là, on voit clairement que c'est A la solution. Qui était l'intuition initiale, mais bon, c'est bien de faire le calcul. Sur celui-là, donc ici, là c'est aussi un peu à voir. Si vous êtes à l'aise sur faire des calculs en ordre de grandeur comme ça, là ça vous permet de gagner du temps puisque vous voyez que c'est des ordres de grandeur différents. Si jamais vous avez des valeurs comme celle de la question 13 ou non pas de la question 13 pas un truc, voilà, typiquement la question 5, on ne peut pas du tout faire un calcul de l'ordre de grandeur parce qu'elles sont toutes de la même ordre de grandeur. Donc voilà, faut voir un peu la question. Ici en plus, on aurait pu avoir quelque chose de l'ordre de 10-10. À ce moment-là, on n'était pas sûr si c'était la D ou la B. Mais voilà, c'est le calcul en ordre de grandeur permet de gagner du temps. Et enfin, on va faire juste la question 14, parce qu'elle est assez étonnante. Alors, donc, on donne la représentation graphique d'une onde sinusoïdale, SXT, en fonction de l'espace X à l'instant T1, et à l'instant T1 ultérieur T2 supérieur à T1 en pointillé, qui est l'unique proposition correcte. Donc là, on les trucs. Donc ça peut être l'onde est progressive vers les X croissants, l'onde est progressive vers les X décroissants, l'onde est stationnaire, et on ne peut pas conclure. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est le fait que si l'onde était stationnaire, généralement les zéros ne changent pas, et donc on voit là que les zéros ils ont bougé, donc ça peut être ça. Et ensuite, là c'est une onde, et dans son esprit, on sait juste que T2 est plus grand que T1, mais on ne sait pas par rapport à la fréquence combien c'est, et vous pouvez vous convaincre que l'onde comme ça, elle peut soit s'être déplacée vers la gauche, soit s'être déplacée vers la droite, et en fait on n'a pas de réponse, et donc là c'est la réponse D qui est la bonne. Donc voilà. Donc ça c'était juste un petit exemple que des fois la réponse c'est on ne peut pas conclure, mais c'est quand même pas très fréquent, donc voilà, ça le faites pas trop souvent. Et voilà, on va s'arrêter là pour le QCM et on va commencer un petit peu le problème pour se donner une idée. Alors, le problème. Alors, donc là, typiquement, on est face à un très gros paragraphe où il y a beaucoup de choses qui sont dites. Là, je dirais que moi, quand je l'ai vu, j'ai commencé par lire la première ligne. J'ai vu 2 sondes jumelles, agence spatiale. J'ai vu lancer en 1977 et je me suis dit, bon, ok, il y a peu de chances qu'il y ait des choses qui soient intéressantes dans ce paragraphe. Donc, j'ai juste regardé en diagonale. J'ai vu qu'à un endroit, il y avait marqué 5,8 cm de long, 40,6 cm de diamètre. Bon, c'est peut-être intéressant. Je regarde où est-ce qu'il y a d'autres chiffres. 24 sphères, ok. 1000 degrés, voilà. Donc, c'est un peu l'idée de comment lire. Voilà, juste regarder un peu où il y a des chiffres. Et ensuite, on passe à autre chose et on gagne du temps. Si ça se trouve, ça va être utile, ces chiffres. Et si c'est utile, il y a des chances qu'il va lire pourquoi est-ce qu'ils sont utiles. Mais pour l'instant, on va voir si on est bloqué ou pas sans ça. Donc, on va faire le grand A. Donc, étude de la source de chaleur à radioisotope. Dans cette partie, on modélise la puissance thermique libérée par une sphère de constitution nucléaire à l'instant T. Au lancement de la sonde, pris comme origine des temps T égale 0, chaque sphère contient M0 176 g de plutonium.
Alors là, typiquement, donc, je disais que paragraphe introductif, là, comme il y a un petit paragraphe, il y a des chances qu'il soit utile et qu'il soit dense en information. Donc, ça peut être en petit conseil, mais bon, ça, c'est pareil, c'est un peu à chacun de se connaître. Souligner le 176 grammes, ça peut être utile. Euh, Ensuite, donc, on a la radioactivité qui est donnée, on voit la formule qui est redonnée. Pareil, ça peut être souligné, surligné le temps de demi-vie. Ok. Donc ensuite, exprimer N0, le noyau de plutonium-238, au lancement de la fusée en fonction de M0 et de la masse de 138 plutonium de plutonium-238. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que l'exposant du plutonium est un peu bizarre. Il y a un 138. Bon, on peut se dire c'est sûrement une coquille. En pratique, oui, c'est une coquille. Faut pas trop être perturbé, ça arrive qu'il y ait des coquilles. Surtout là, pour le test de présélection, c'est pas non plus un sujet sur lequel il y a tant de personnes qui peuvent bosser dessus. Donc, c'est possible qu'il y ait des coquilles. Il faut pas s'en faire. Et il n'y a pas besoin de. Enfin, surtout une petite coquille comme ça, c'est pas nécessaire d'en faire un plat. Donc, là, typiquement, on nous donne d'exprimer. Je pense que si vous êtes donné directement la formule, ça sera accepté. Bon, je ne suis pas correcteur de ce sujet-là, donc je n'en suis pas sûr et certain, mais voilà, je pense que c'est accepté. Moi, ce que je pense que j'aurais fait, c'est que j'aurais écrit la masse totale et M0 c'est égal à N0 fois la masse d'un plutonium. Alors là, typiquement, vous pouvez choisir entre écrire soit 238, soit 138. De toute façon, je pense que comme il y a une coquille dans l'énoncé, les deux seront acceptés. Et donc, le nombre N0 égale M0 sur M238 plutonium. Alors là, c'est très important, il faut regarder le verbe de l'énoncé. Ça, les verbes dans l'énoncé, c'est très important. Là, c'est exprimer. Donc si c'est exprimé, il n'y a pas besoin de calculer et donc d'avoir la valeur. Donc là, on s'arrête là. On fait le résultat. On vérifie que c'est homogène. Une masse sur une masse, ça donne un nombre sans dimension, c'est homogène. Donc ça, c'est Q2. Résoudre l'équation différentielle vérifiée par n pour exprimer n de t en fonction de n0 et lambda. Alors là, c'est pareil. Je pense que, surtout vu la place, qu'ils n'attendaient pas d'avoir une grosse résolution. Et si vous voyez directement quelle est la solution, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ici, à mon avis, j'aurais écrit un poil plus. Oui, non, on demande justement, c'est un peu lié à ce que tu dis, pour les problèmes après de Lucene, est-ce qu'on est vraiment obligé de poser les calculs ou on peut donner directement le résultat après avoir écrit la formule? Je pense que ça fait référence notamment au calcul d'application numérique. Je pense que, alors, on peut arrêter la question? Ma compréhension de la question, c'est si tu as la formule analytique écrite, ouais. Est-ce que tu es obligé de remplacer par les valeurs, par exemple, et de simplifier à la main, ou est-ce que tu peux juste donner la valeur numérique à la fin? Alors, je pense que si on a une formule et qu'on demande l'application numérique, je pense qu'il n'y a pas besoin de remplacer. Après, à titre personnel, je trouve que c'est beaucoup plus efficace d'écrire chacun des termes et ensuite le taper sur la calculatrice. Donc, pour le cas spécifique où c'est une application numérique, j'aurais quand même écrit les termes, mais ça, voilà, c'est plus un conseil en tant que prof que je pense quelque chose de nécessaire pour avoir les points à la question. Donc ici, donc là typiquement pareil, je pense que c'est pas nécessaire d'écrire, de réécrire l'équation différentielle, mais on sait donc que ça c'est directement l'équation différentielle qui est donnée par ça, et on sait qu'à l'instant initial, à n de t égale 0, on a n0 par définition, et on a A, pas cette expression. Ainsi, n de t, c'est n0 exponentielle de moins lambda t. Et donc là, on vérifie, on demande d'exprimer n de t en fonction de n0 et lambda. On a bien n0 et lambda. Bon, il y a aussi un temps qui est dedans, on se doute que n de t va dépendre du t et qu'on a le droit de mettre t aussi dedans. Ok.
Ensuite, l'enveloppe extérieure d'une sphère étant conçue pour absorber l'énergie cinétique des particules alpha, on considère que l'intégralité de l'énergie libérée par la désintégration du plutonium-238 est convertie en énergie d'agitation thermique. Bon. Écrire l'équation de réaction de désintégration radioactive du plutonium-238, sachant que on a le nombre atomique du plutonium et le nombre atomique de l'uranium, donc par des réactions alpha. Donc là, clairement, faut voir que c'est important aussi de se poser la question de pourquoi est-ce qu'on pose la question. Et là, clairement, c'est une question de cours pour savoir est-ce que vous savez écrire une réaction nucléaire et ce que c'est qu'une particule alpha. Donc là, on se rappelle qu'une particule alpha, c'est un noyau d'hélium. Et donc, on n'a que PU 238 94. Ça donne une particule alpha, c'est un noyau d'hélium. Et 234 92 uranium. Sachant que ici, si jamais on se rappelait plus que c'était l'hélium, en fait, on peut le retrouver. On sait qu'à la fin, il faut qu'on ait 238. Enfin, au départ, on a 238 et 94. À la fin, on a 234 et 92. Donc, on sait qu'il faut qu'il y ait deux charges ici et 4 nucléons qui sont partis. Et donc, on peut retrouver que c'est le noyau d'hélium. Et aussi, ce qu'on peut aussi, si jamais on a aussi encore une fois oublié qu'on a ce que c'est qu'une particule alpha, on peut se dire que on peut le retrouver en dessous dans les données, mais ils ont été faux parce qu'ils ont donné la masse de la particule alpha sans dire que c'était un noyau d'hélium. Donc ça marche pas comme technique ici. Ok. Donc ensuite, calculer le défaut de masse delta M, puis en déduire la valeur de l'énergie libérée par la désintégration. Voilà. Alors là aussi, là, on change le verbe qui est écrit, il y a calculer. Alors, ça peut arriver que calculer, ça demande juste une formule, mais généralement c'est plutôt une valeur. Et là, en particulier, on a les valeurs qui sont données, donc on sait qu'il faut donner une valeur numérique. Donc ici, c'est le moment calculatrice. On sait que le défaut de masse, donc ça va être ce qu'on a à la fin, moins ce qu'on avait au début. Et donc, ensuite, alors là, typiquement pour répondre à la question, en fait, moi j'ai pas noté les trucs parce que c'était une expression plutôt simple. Donc, sur ma feuille, quand je l'ai fait en préparation, j'avais pas écrit les calculs intermédiaires et je pense que là, c'est pas nécessaire. Bon, là, il faut juste faire attention au fait qu'il y a la masse atomique qui est donnée. Mais du coup, là, c'est juste un calcul à faire. Bon, faut que tu aies pas la calculatrice. Je pense que je peux juste écrire le résultat. Donc, on a moins 9,97 fois 10 puissance moins 30 kg. Alors là, par contre, une question qui est importante, c'est combien est-ce qu'on met de chiffres significatifs? Alors là, ce qu'on voit, c'est que toutes les valeurs qu'on nous a données, elles sont données avec beaucoup de chiffres significatifs. Alors, déjà, on peut se rappeler que en physique nucléaire, les différences typiquement du défaut de masse, elles vont être à des ordres assez... faut beaucoup de chiffres significatifs pour les voir. Donc c'est pour ça qu'on donne autant de chiffres significatifs. Mais on voit que par exemple, en unité atomique, unité de masse atomique, uranium plus hélium moins plutonium, ça fait 234 plus 4 moins 238. Donc si on voit juste à la louche, ça fait 0. Donc on a bien besoin de tous ces chiffres significatifs. Et ensuite, combien de chiffres significatifs on donne au résultat? Je dirais que le nombre, on n'attend pas une science exacte sur combien de chiffres significatifs on donne. Généralement, typiquement pour un test comme celui des IFO, si vous donnez 3 chiffres significatifs, quand il y en a plein comme ça, c'est bien. Je pense que si on était rigoureux ici, il faudrait en donner 4. Si on utilisait les règles officielles en vigueur.
3 c'est bien, 2 c'est bien, 1 généralement c'est pas beaucoup de chiffres significatifs, donc faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui incite à ne mettre qu'un seul chiffre significatif. 4 c'est plutôt un truc qui a beaucoup de chiffres significatifs. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà. Je conseille de mettre 2 ou 3. Là il y a pas mal de chiffres significatifs, donc je dirais que naturellement j'ai envie d'en mettre 3. Je suis sûr à 99% que si j'en avais mis 3, j'aurais eu les points. Je suis sûr à 95% que si j'en avais eu 2, j'aurais eu les points. Mais voilà, enfin c'est aussi... voilà. Et ensuite, donc la deuxième question, on demande l'énergie libérée. Ah oui, donc le défaut de masse vaut... Voilà. Je pense que c'est bien de mettre une petite phrase. Encore une fois, voilà, je suis pas correcteur de ce sujet-là. Je pense que vous aurez les points si vous mettez pas de phrase. C'est pas un truc qui prend tant de temps que ça par rapport à la réflexion que ça demande. Donc, je pense que c'est bien d'en mettre. Donc là, on utilise E égale MC2. Et donc, fois 10 puissance moins 30 fois, alors, bon, on n'est pas obligé d'utiliser tous les chiffres significatifs de l'énoncé, on peut utiliser sûrement que 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, mais quand on le tape, à la fin on trouve 8,96 fois 10 moins 13 joules. Alors là aussi, petite remarque stratégie. Généralement, ce genre d'énergie nucléaire, on nous demande de l'exprimer souvent en électronvolts, kiloélectronvolts, mégaélectronvolts, etc. Ici, c'est pas demandé. C'est plus rapide de donner une valeur directement en joules, donc on donne la réponse en joules. Si jamais on se rappelle que c'est de l'ordre kilo-mégaélectronvolts, ça rassure parce que on sait que c'est à peu près 10-19 joules un électronvolt. Donc là, on a à peu près 10 puissance 6 fois ça. Donc on a le bon ordre de grandeur. Donc voilà. Mais comme c'est pas demandé dans l'énoncé, on fait pas plus que ce qui est demandé. Ok. Ensuite, là, on voit, question 5, il y a déjà un peu plus d'espace blanc. Donc, ça veut dire que le correcteur, il attend un peu plus que juste donner la valeur. Donc, exprimer la quantité infinitésimale d'énergie thermique delta Q libérée par la sphère entre l'instant t et t plus dt en fonction de E et de la quantité infinitésimale dn, puis montrer qu'on a cette relation. Alors, donc là, on réfléchit. Donc, si on se rappelle plus pourquoi est-ce qu'il y a l'énergie thermique, on relie sur la phase d'avant que c'est l'énergie cinétique qui est transformée en énergie thermique. Donc ici, en fait, ça va être tout simplement l'énergie relâchée par la réaction qui va donner lieu à cette énergie thermique. De toute façon, c'est seule énergie thermique, énergie qui sont en jeu. Donc, on se doute que ça va être ça. Et là, quand on a un infinitésimal, le plus simple, c'est donc c'est la 5, c'est ça. On peut écrire entre t et t plus dt, on va avoir, donc l'idée c'est de savoir combien est-ce que de réactions on a. Donc on a n de t moins n de t plus dt qui est égal à moins dn réactions. Alors là, il faut faire attention en termes de signes. Donc au début, on avait beaucoup de plutonium. Les plutoniums, ils se désagrègent. Et le nombre qui sont désagrégés, bah, c'est la différence entre ce qu'on avait avant et ce qu'on avait après. Ensuite, on dit chacune de ces réactions rejette une énergie
d'où une énergie thermique totale delta Q qui est égal à E moins E dN. Ok. Alors, ensuite, on demande de montrer la formule. Pour ça, on se rappelle que l'activité, c'est lié à la variation de nombre d'atomes. Et ensuite, la puissance thermique. Alors, la puissance thermique, je ne crois pas qu'elle soit rappelée spécifiquement, mais c'est tout simplement l'énergie thermique par unité de temps qui est rejetée dans le système. Et donc, en divisant par dt, delta Q sur dt, c'est moins E dN sur dt, et moins dN sur dt, c'est E fois A2. Alors là aussi, petite remarque stratégie, on a un paragraphe avec plus qu'une ligne, donc c'est bien d'encadrer son résultat pour être sûr que le correcteur, il voit qu'on a bien montré ce qu'il fallait faire. Bon, stratégie pas forcément avouable, ça peut arriver que si jamais vous avez un trou sur une étape de la réaction, vous commencez le raisonnement, et puis ensuite vous dites on a, vous donnez le résultat, ou on a donc même, et vous pouvez avoir les points en vous disant que le correcteur, avec le correcteur qui se dit ah oui, il a compris. Bon, voilà. C'est une stratégie, c'est pas forcément, ça marche pas à tous les coups, et c'est plutôt à éviter de faire trop souvent, parce que si vous le faites 2 fois et que vous vous êtes cramé, après le correcteur il va vous en vouloir, et donc il va vous enlever des points. Donc, voilà. Mais juste encadrer les résultats, et voilà. Si vraiment si vous dites qu'il y a vraiment plus grand chose et qu'il y a le résultat, vous pouvez dire on a donc. Mais voilà. Après, il faut quand même pas non plus trop le faire. Ok. Ensuite, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire de spécifique. Donc après, voilà. Donc après, là, c'est la suite du sujet. Voilà. Donc vous avez un peu vu. L'idée, c'est si il y a une question qui est rapide, vous y répondez rapidement. Si vous voyez qu'il y a un grand espace, bah, ils attendent que vous fassiez une ou deux phrases. Donc faites une ou deux phrases. Encadrez les résultats. C'est bien de faire les applications numériques. Et voilà. Et puis ensuite, faut espérer pour le mieux. Ici, vous avez vu aussi que typiquement, les toutes premières questions, c'est des questions de cours qui demandent même pas d'avoir eu une préparation spécifique aux IFO. Donc, c'est important que si jamais vous êtes bloqué à un endroit, de passer au problème suivant parce que vous aurez quand même des questions auxquelles vous pouvez répondre et c'est mieux de faire ça que d'être bloqué. Et pareil, si jamais vous regardez, les questions 8 et 9, c'est juste de la lecture du document, c'est vérifier une homogénéité et calculer juste en appliquant la formule. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup de capacité. Donc, voilà. Faut éviter de trop grappiller, c'est-à-dire de faire juste une question sur 2 par-ci par-là, puisque généralement, il y a aussi des points qui sont accordés aux dernières questions où c'est juste conclure et où c'est rentable aussi de faire des exercices entiers, des problèmes entiers. Mais si jamais vous êtes bloqué, il ne faut pas hésiter non plus, surtout sur la fin du temps, à passer à autre chose. Ok, bah, très bien, j'espère que ça vous sera utile et bon courage pour ceux qui passent le test.